moi je suis Laurence Sals, je suis archiviste. J'ai été très longtemps archiviste dans les collectivités territoriales et depuis quelques mois je suis passée du côté obscur de la force et je suis maintenant chef de projet sur géogestion. Je vais vous parler des expositions, de l'exposition temporelle à l'exposition virtuelle, transposée, adaptée, inventée, innovée. Le but de cette petite intervention est de montrer quels sont les points de convergence et quelle est la complémentarité qui existe entre ces deux types d'expositions. On commence par l'exposition physique, qui a, il ne faut pas l'oublier, pendant très longtemps, et depuis très longtemps, été un moyen de diffusion important et même assez original à la base pour les services d'archives. Une exposition physique, c'est d'abord une vitrine du service. C'est toujours un événement, une exposition dans un service d'archives. Ça permet de montrer des documents rares et peu consultés. Ça permet d'exposer des documents originaux. Ça, on le sait bien, ça intéresse toujours beaucoup le public d'avoir accès à l'objet lui-même, de voir à quoi peut ressembler un objet d'archive. Ça permet assez souvent quand même d'augmenter la fréquentation du service. Ça permet également d'avoir un retour des visiteurs sur un livre d'or, par exemple. Ce retour peut être intéressant parce que les visiteurs sont parfois différents des usagers habituels ou des lecteurs, donc d'avoir un retour de gens qui ont un regard un peu différent sur nos services. Le graphique qui est sur cette diapositive en bas, qui a été tiré du dernier rapport annuel du CIAF publié, c'est-à-dire celui de 2010, montre qu'en 2010, près de 500 000 personnes ont visité des expositions d'archives en France. Ce n'est quand même pas négligeable. Les expositions physiques ont malgré tout des inconvénients. Souvent, le premier qui apparaît, c'est le coût, qui peut être très élevé. Évidemment, une belle exposition, c'est souvent un gros budget. Nécessite aussi des moyens humains importants, ne serait-ce que pour le montage, sans parler de la dimension de préparation intellectuelle de l'exposition qui est très très chronophage. Il y a aussi les moyens humains nécessaires pour monter une exposition. Ça, malheureusement, ce n'est pas automatisable. Elle a une durée limitée dans le temps, somme toute, pour un investissement matériel et humain parfois très très important. Et bien parfois, c'est pas très long, c'est un petit peu frustrant. Un accès limité, ça c'est essentiellement pour les expositions qui ont lieu à l'intérieur des services d'archives. Ben, le plus souvent, l'accès à l'expo est calqué sur les horaires d'ouverture du service. Pour peu que le service ne soit pas ouvert après 18 h ou pas le samedi, ce qui est quand même assez fréquent, ben, de fait, on limite l'accès à des personnes, par exemple des personnes qui travaillent, peuvent difficilement venir visiter les expositions quand elles sont ouvertes sur ces créneaux horaires. Et puis le public, malgré tout, il y a parfois des gens quand même qui viennent uniquement pour l'exposition, mais néanmoins on a souvent aussi nos lecteurs qui viennent travailler dans les salles et qui en profitent pour voir l'exposition. C'est souvent les lecteurs habitués. On n'attire pas forcément énormément de nouveaux publics avec une exposition physique. On voit avec ce graphique et le suivant qui parle de l'évolution du mode d'accès aux archives depuis 2004 jusqu'à 2010, là ça concerne les archives départementales, que l'accès aux archives, bien sûr, s'est beaucoup transformé. On le sait tous, je ne vous apprends rien, les salles de lecture se vident et en revanche l'accès par Internet prend des proportions énormes. On voit bien que l'outil Internet est bien évidemment incontournable maintenant pour l'accès aux archives. Là, ce sont les archives départementales. Ces chiffres aussi sont dans le rapport du CIAF 2010. Et le graphique suivant, les archives municipales. Pour une exposition virtuelle, il y a aussi des inconvénients, évidemment. Le premier étant, alors là je parle en tant qu'archiviste, mais aussi en tant que public, je trouve que là, le premier inconvénient, c'est qu'on ne voit pas de documents originaux. On pourrait aussi évoquer cet inconvénient, par exemple, si vous allez visiter une exposition virtuelle sur le site d'un grand musée, on préfère toujours voir les œuvres, c'est toujours, à mon avis, plus parlant et plus intéressant. On n'a pas forcément de hausse de fréquentation du service quand l'expo est uniquement virtuelle, évidemment. Les gens viennent l'avoir sur le site, mais dans le service, pour autant, il ne se passe rien. On peut avoir quand même un problème d'accessibilité. Alors là, on ne parle pas d'accessibilité en termes de handicap, mais bien d'accessibilité parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas d'accès à Internet. Ça existe. Et puis, une difficulté pour estimer la fréquentation d'exposition. On a vu aussi tout à l'heure, il existe beaucoup d'outils qui sont fiables, mais néanmoins, ils ne sont pas toujours très utilisés pour estimer le nombre de visites, spécifiquement, notamment sur les pages des expositions dans la globalité d'un site. Mais ces expositions virtuelles ont aussi beaucoup d'avantages. Évidemment, elles sont consultables par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
on se connecte et on visite. Le temps de la visite est libre et peut se fragmenter. On peut venir, regarder une petite partie, revenir, etc. La valorisation multimédia rend l'exposition interactive. Ça existe aussi pour les expositions physiques, de plus en plus maintenant, on peut avoir des bornes, etc. Mais néanmoins, sur un site, on peut zoomer, on peut fragmenter des images, on peut créer des jeux autour des images exposées, par exemple, pour créer un puzzle, ce que je sais. Donc les gens peuvent vraiment jouer avec l'image. Les documents originaux sont protégés, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Ils ne sortent plus beaucoup moins des réserves. Il n'y a aucune contrainte en termes de conservation, hygrométrie, luminosité, c'est quand même beaucoup plus simple. Le coût est souvent moindre, j'ai mis souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on sait bien aussi qu'une belle exposition sur un site internet, ça nécessite aussi une scénographie, ça nécessite des compétences. C'est pas juste je numérise des images et je les mets sur mon site, il y a quand même un peu plus de travail, c'est quand même une vraie exposition. Donc ça peut quand même avoir un certain coût, mais en général il est moindre, notamment parce que les besoins en moyens humains sont moins importants. Ils sont aussi différents. On n'a pas toute l'option montage, faire les cadres et installer les vitrines. Vous aurez en revanche besoin de moyens que vous n'avez pas forcément en interne, de moyens informatiques déjà, de moyens techniques, parce que quand même, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Voilà, les images illustrent nos expos virtuelles de la ville de Lyon. Voilà. C'est un choix totalement subjectif de ma part. Je sais qu'il y a de très belles expositions sur d'autres sites. Voilà. Transposer. Une exposition virtuelle peut être déjà un prolongement d'exposition physique, tout simplement. L'exposition physique s'est terminée, elle a été numérisée, photographiée, tout ce que vous voulez. Elle apparaît sur le site en tant qu'exposition virtuelle. Les locaux qui accueillaient l'exposition physique, du coup, ne sont plus mobilisés, sont libérés. Les documents ne sont plus exposés, ne courent plus le risque d'être abîmés, etc. Et puis le gros travail qui a nécessité quand même cette exposition à la base, peut être mieux rentabilisé parce que sur un temps beaucoup plus long, beaucoup plus de personnes vont pouvoir la voir. Adapté, notamment par rapport aux visiteurs, pour attirer et connaître les visiteurs sur une exposition virtuelle, on peut très bien mettre aussi un livre d'or virtuel à la disposition des visiteurs, c'est une possibilité tout à fait facile à mettre en place. Mettre en place aussi un questionnaire pour mieux cerner les profils des visiteurs. On est bien là sur un questionnaire vraiment très minime, hein. Il n'est pas question de stocker des informations personnelles sur les gens, un questionnaire du style la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle et comment êtes-vous arrivé sur le site de l'exposition. On peut se limiter à ça évidemment, on propose aux gens, qui n'est pas obligatoire évidemment, mais ça permet de cerner aussi le profil des visiteurs. Et puis pour attirer et connaître des visiteurs, on en a parlé tout à l'heure, nécessairement il faut un bon référencement, c'est valable pour les sites internet en général. Inventer une nouvelle approche des contenus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on se libère de la forme du document, peu importe qu'il mesure 3 mètres sur 5, on va pouvoir le manipuler comme on veut, l'exposer comme on veut, c'est quand même une contrainte qui saute. Une diffusion sans limite, évidemment, Internet, sans limite, et un partage des informations, pourquoi pas, même on peut envisager sur certaines expositions d'avoir des espaces collaboratifs, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Quand je dis à la mode, c'est pas péjoratif, c'est intéressant. Ces histoires d'indexation collaborative pourraient s'étendre aussi sous une autre forme. On a un partage d'informations, d'identifier par exemple une image que le service d'archives n'a pas réussi à identifier ou à dater, faire des commentaires, etc. et intégrer les internautes, attirer les visiteurs et les faire participer finalement à l'exposition par ce biais-là. Et puis innover. Pour se démarquer, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, l'utilisation des réseaux sociaux, relayer les expos via Twitter, via Facebook, etc. Favoriser l'accessibilité. Là, on est bien dans l'accessibilité aux personnes handicapées, en l'occurrence, handicapées ou ayant des problèmes particuliers, donc travailler l'accessibilité de ces expos. Et puis, pour finir, utiliser les outils innovants. L'exemple en est là de ce visualiseur, c'est notre gros visualiseur Vigio. On peut embarquer des expositions maintenant sur les tablettes, sur les